d'une conférence qui a été prononcée voilà quelques mois à Moscou devant l'Institut de géostratégie, le RICI, et qui, je l'espère, donc permettra d'aller à la quintessence de ce qu'est le terrorisme. La plupart des auteurs s'accordent pour définir celui-ci comme étant une méthode d'emploi de la terreur à des fins politiques, religieuses ou idéologiques. Et à ce titre, le génocide arménien de 1915 entre parfaitement dans la catégorie de terrorisme d'État visant à anéantir une partie de la population pour des raisons ethniques ou religieuses. L'emploi du mot terrorisme est attesté pour la première fois en France en 1794 pour désigner la doctrine des partisans de la terreur, comme son nom l'indique, Robespierre, Marat et leurs amis du bien mal nommé Comité de salut public. Nous remarquerons ici qu'il s'agissait d'un terrorisme d'État, revendiqué et assumé comme tel, et destiné à éradiquer ou à mettre au pas tous ceux qui refusaient le nouvel ordre, les Chouans, les Vendiens, les aristocrates, les religieux, etc., et non pas d'un terrorisme dirigé contre un État par une faction politique ou religieuse quelconque. Mais nous verrons que même si des actions terroristes semblent émaner d'organisations politiques, religieuses, voire de mafia, ou même encore, nous dit-on maintenant, de loups solitaires, il y a presque toujours une main invisible qui finance, qui instruit, qui manipule et qui, en fin de compte, instrumentalise ce terrorisme pour servir un agenda caché. J'en donnerai une preuve tangible tout à l'heure. Et je vous invite d'ailleurs, en attendant, à réfléchir une seconde à ce concept merveilleux inventé par Adam Smith, qui est celui de cette fameuse main invisible, la main qu'on ne voit jamais, et qui permet aussi bien en matière économique qu'en matière de terrorisme, de se défausser sur une entité anonyme, le marché d'un côté, et le terrorisme islamique de l'autre, pour expliquer les bouleversements économiques ou les atrocités que subissent nos sociétés. Je rappellerai simplement qu'en général, derrière une main, il y a un bras, derrière ce bras, il y a un corps, et sur ce corps, il y a une tête. Et c'est justement cette tête que je vous propose d'examiner maintenant. Pour que les choses soient bien claires, et pour écarter les amateurs de complot ou de conspiration cachée, il suffit en fait d'ouvrir les yeux pour découvrir la vérité. Elle s'éteint devant nous. Et pour étayer mon propos, je voudrais juste vous lire cet extrait, un peu long, mais qui mérite d'être lu dans cet extrait, d'un article du New York Times, qui n'est pas le dernier journal conspirationniste à ma connaissance, daté du 23 janvier 2016 et consacré au terrorisme islamique. J'insiste bien, mesdames et messieurs, vous avez chacun Google, que vous connaissez comme étant votre bon ami, New York Times, 23 janvier 2016, vous trouverez, c'est en première page, c'est un article consacré au terrorisme islamique. Voilà ce qui est dit, je cite. Lorsque le président Obama a secrètement autorisé la Central Intelligence Agency à commencer à armer les combattants rebelles de Syrie en 2013, l'agence d'espionnage savait qu'elle aurait un partenaire disposé à aider à financer l'opération clandestine. C'était le même partenaire sur lequel la CIA s'est appuyée pendant des décennies, pour son argent et sa discrétion dans les conflits lointains, le royaume d'Arabie Saoudite. Je continue la citation. Depuis lors, la CIA et son homologue saoudienne maintiennent un accord inhabituel pour la mission d'entraînement des rebelles, à laquelle les Américains ont donné le nom de code Timber Sycamore. Avec cet accord, selon d'actuels et anciens hauts fonctionnaires, les Saoudiens fournissent à la fois des armes et de grosses sommes d'argent, et la CIA dirige l'entraînement des rebelles au maniement des fusils d'assaut AK-47 et des missiles anti-chars. Je continue la citation. Le soutien aux rebelles syriens n'est que le chapitre en cours d'une relation qui dure depuis des dizaines d'années entre les services d'espionnage d'Arabie Saoudite et les États-Unis. Une alliance qui a traversé le scandale Iran-Contra, le soutien des Moudjahidines contre les Soviétiques en Afghanistan et les combats par procuration en Afrique. Je continue la citation. Ils ont compris qu'ils ont besoin de nous et nous comprenons que nous avons besoin d'eux, a déclaré Mike Rogers, originaire du Michigan, ancien membre républicain du Congrès.
citation toujours, « Les hauts fonctionnaires n'ont pas révélé le montant de la contribution saoudienne, bien plus importante que celle des autres nations au programme d'armement des rebelles contre l'armée du président Bachar el-Assad, mais on estime le coût total de l'armement et de l'entraînement à plusieurs milliards de dollars. » Fin de citation. Nous avons donc ici, mesdames et messieurs, publié dans le journal de référence de l'oligarchie états-unienne, l'aveu extraordinaire que vous pouvez vérifier, donc si vous avez une connexion Internet, vous allez trouver dans la seconde. C'est comment qu'il invente. L'aveu extraordinaire de l'implication de deux États souverains, USA et Arabie Saoudite, pour le financement et l'entraînement depuis des décennies du terrorisme islamique utilisé comme moyen d'action depuis la guerre en Afghanistan contre l'URSS jusqu'à la guerre de Syrie, toujours en cours aujourd'hui, et qui pourrait demain, quand je dis demain, c'est demain, déraper peut-être vers un conflit mondial opposant la Russie, l'Iran et la Chine à l'Occident. Voilà la réalité. Pour élargir notre propos, n'oublions pas le rôle que les Anglais ont joué dans l'apparition des frères musulmans. Ça répondra peut-être en partie aux interrogations légitimes de Mme Hadari. Le rôle important que les Anglais ont joué dans la création de cette confrérie en Égypte dans les années 20 du XXe siècle. Et que sont les frères musulmans, si ce n'est une espèce de confrérie islamique destinée sinon à servir, du moins à appuyer les intérêts anglo-saxons partout où elle s'est installée. Quel intérêt pour l'Occident d'utiliser l'islam à des fins terroristes? Quel intérêt pour l'Occident d'utiliser l'islam à des fins terroristes? Il faut bien préciser ici de quel islam on parle. Madame a dit très justement tout à l'heure que l'immense majorité des musulmans est pacifique. Et nous sommes bien d'accord pour le considérer. L'islam utilisé pour terroriser les populations musulmanes ou chrétiennes est un islam rigoriste d'inspiration wahhabite ou salafiste et ne représente qu'une toute petite minorité parmi les mahométans. La majorité des musulmans dans le monde est largement pacifique et ne prétend pas à la conversion forcée de ceux qui ne professent pas la même foi. Il n'est pour s'en convaincre que d'aller en Russie pour s'apercevoir qu'un islam tolérant est parfaitement compatible avec une société majoritairement chrétienne. L'intérêt pour l'Occident d'instrumentaliser cet islam radical est triple. 1. Il permet d'utiliser des mercenaires fanatisés comme proxies, comme ils disent, et sans intervenir directement, pour favoriser la déstabilisation de pays cibles. URSS durant la guerre d'Afghanistan, Russie durant les guerres de Tchétchénie, et l'affaire de Beslan en était typiquement une, et on pourrait donner d'autres exemples comme la Chine avec les Ouïghours, mais le Yémen en fait partie, etc., etc. Deuxièmement, il permet également d'assurer le contrôle des populations par la terreur en imposant des reculs démocratiques après la commission des attentats. Je rappelle pour mémoire que les États-Unis ont abandonné l'habeas corpus en 2001 avec le Patriot Act, qui permet à une autorité administrative de faire incarcérer sans aucune limite de temps, toute personne suspectée de lien avec le terrorisme, et cela sans aucune motivation ni aucun contrôle de quelque juridiction que ce soit. Troisièmement, il permet de justifier la stratégie du choc des civilisations opposant, entre autres, l'Occident et ses valeurs progressistes à un islam largement caricaturé et présenté comme rétrograde. Pour conclure, puisque je crois que nous avons très peu de temps, je dirais que la Russie comme la France ont été ces dernières années deux des nations les plus durement touchées par le terrorisme, et à ce titre, elles se doivent de lutter ensemble pour conjurer le péril. Le terrorisme islamique tel que nous le voyons à l'œuvre peut servir beaucoup d'intérêts, mais certainement pas la cause de l'islam. Madame, nous sommes tout à fait d'accord. En revanche, son instrumentalisation est certainement très utile pour faire avancer d'autres causes dont je ne suis pas certain qu'elles apporteront le bonheur à l'humanité. Je vous remercie.